On va démarrer. Merci pour ceux qui sont restés. Et puis surtout, merci à la presse avant. Tu viens de me faire gagner beaucoup de temps. Il y a plein de notions, du coup, que je vais passer plus vite. Surtout sur l'explication d'iFoundry, d'iSearch, tout ça, comment ça fonctionne. C'est des notions que je vais aborder. Et du coup, on va partir du principe que vous étiez tous là à la session d'avant. Moi, par contre, je suis un peu l'espion ici, parce qu'en fait, moi, je suis pas un gars d'Azure, je suis un gars de la Business Apps. Je suis un Power Platform. Et je suis un Power Platform qui a voulu faire plein d'IA et plein d'Azure dans Copilot Studio, qui est l'outil, en fait, low-code de Microsoft, donc la Power Platform. Et je suis là pour vous montrer tout ce qu'on peut faire, et surtout comment on peut vraiment dépasser les outils clic-clic low-code de Microsoft, et comment on peut vraiment intégrer toute la plateforme Azure et tout ce que nous a montré mon camarade juste avant, comment ça marche à l'intérieur de Copilot Studio et surtout ce que ça apporte et ce que ça enrichit. Et donc, il y a beaucoup de démos. Moi, pour me présenter, moi, je suis Romain, globalement. La petite mascotte, c'est comme ça que mes collègues ils m'appellent. Et à côté de ça, j'anime aussi un talk show mensuel. Donc, je me fais un petit peu ma pub avec d'autres personnes sur les technos Microsoft. Et moi, par contre, je suis pas chez Microsoft. Je suis parti il y a 12 ans. Je crois qu'on s'est jamais croisé du coup. Et voilà, je travaille chez ExpertTime. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Pourquoi justement je vous parle d'iFoundry et pourquoi je vais parler Copilot Studio? Je vais un peu revenir sur ce que c'est les outils. Donc le but, ça va être un petit peu de comprendre comment on va booster Copilot Studio avec justement plusieurs démos, plusieurs démonstrateurs, un tout petit peu de code à la fin, mais le but c'est de montrer justement qu'il y a sans code, la plateforme qui vous a montré peut faire déjà beaucoup de magie pour des use cases assez sympatoches. Et à la fin, on va aussi discuter, et je pense que ça fera un peu le lien avec la session précédente sur comment choisir sa solution d'IA. Alors, aujourd'hui, moi en fait, je vais tout de suite commencer pour un petit peu comprendre de quoi on va parler, c'est quoi ce gros mot Copilot Studio depuis que j'existe à l'heure. En fait, je vais tout de suite commencer par une vidéo. Si ma souris le veut bien. Hop. Et dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer deux choses à l'écran. Je vais commencer par vous montrer déjà les données que j'ai utilisées pour la démo, qui sont un fichier Excel à des fiches produits de matériel de camping, un petit niveau de fichier Excel avec du Q&A si on était un site de camping et qu'on avait des questions un peu fréquentes qu'on poserait sur ces produits. Et là, on voit d'un côté de l'écran le Copilot Studio de Microsoft qui est branché sur une jet d'entreprise, donc là du SharePoint en l'occurrence, avec des documents classiques. Et là, on a Copilot Studio qui utilise ce qui a été montré tout à l'heure, iFoundry. On pose globalement la même question, on regarde le résultat. À droite, il n'y a pas de réponse parce que j'ai mis que des fichiers Excel et il n'est pas très fan des fichiers Excel Copilot Studio pour le moment. Par contre, je montre quand même, parce que c'est quand même un produit que j'aime beaucoup, que si on le fait chercher sur autre chose que de l'Excel, ça se passe plutôt bien. Côté iFoundry, on voit que de lui-même, moi j'ai rien fait, il fait une jolie présentation. Ça, c'est le côté Copilot Studio. De lui-même, il s'est permis de présenter, de faire des bullet points, des sautes lignes. J'ai aucun prompt. C'est un bot sorti de la boîte. Et je m'arrête là pour montrer le début, et ça tease un petit peu ce qu'on montrera tout à l'heure. C'était un petit peu pour que vous mettiez quelque chose de visuel sur les mots et sur les choses que je raconte depuis tout à l'heure. Revenons à la présentation. Je vais aller rapidement du coup sur les gros mots qui sont pas forcément évidents pour tout le monde. Copilot Studio, donc le low-code. Je pense que tout le monde ici à peu près sait ce que c'est le low-code. C'est l'idée d'avoir des services qu'on met à disposition de gens qui sont pas forcément des développeurs, même si c'est mieux d'avoir une formation de dev pour assembler les briques. Et la solution Microsoft s'appelle la Power Platform. Et dans cette solution-là, on a une brique pour faire des sites web, une brique pour faire des agents avec Copilot Studio, et des briques pour faire des process, des applications et des tableaux de bord. Donc voilà, ces solutions-là, globalement, nous, on va se concentrer principalement sur Copilot Studio et on va voir qu'est-ce qu'il exploite et qu'est-ce qu'il a d'intéressant. Copilot Studio, en fait, il a beaucoup de choses. En fait, c'est une usine à agents, globalement. Bon, à gauche, je montre quelques écrans. Visuellement, c'est quoi? Vous voyez, ceux qui ont déjà fait du visio, qui ont tracé des traits en d'autres types, des petites boîtes, c'est ça. Globalement, on va avoir des connaissances.
Il vous a parlé tout à l'heure qu'il utilisait des Azure Index pour avoir ces données, pour pouvoir tout rassembler et rechercher. Tout ça peut être très caché en Copilot Studio. Et donc, ces connaissances, ça peut être un site SharePoint, des espaces de fichiers, votre Azure DevOps ou un GitHub, etc. Et donc, ces connaissances-là, lui, il se débrouille. On dit, ma connaissance, elle est là. Il y a une grosse boîte noire et il se débrouille. Ce qu'on a dedans, bien sûr, on va avoir ce qu'on appelle des rubriques. Ça, c'est le petit côté qu'on n'a pas forcément. Côté iFoundry, les rubriques, c'est une espèce de notion. On va mettre un prompt qui va décrire un cas d'usage. Et chaque fois qu'il va comprendre cet agent qu'on rentre dans ce cas d'usage, il va aller dans cette rubrique. Et après, cette rubrique, on peut l'avoir comme un workflow. C'est un processus qui enchaîne des actions, qui peut être d'utiliser de l'IA, qui peut être d'envoyer des emails, générer des documents, tout ce qu'on peut imaginer. Les actions, c'est là où on commence à rejoindre quand il vous a donné les définitions d'agent et d'agentique dans la session précédente. C'est là où, en fait, on va mettre un catalogue d'actions. Donc, ça peut être un serveur modèle contexte protocole MCP, ça peut être des connecteurs de services web, mais ça peut être aussi juste envoyer des emails ou utiliser de l'IA au sens large. On a une notion de déclencheur qui est intéressante. À un moment, dans un des slides d'avant, on voyait qu'il disait que les interactions peuvent être conversationnelles ou non. Et en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que Copilot Studio, c'est pas que faire du chatbot, c'est aussi déclencher à partir d'un événement dans l'écosystème professionnel de l'utilisateur. Donc un mail qui arrive, un document qui est modifié. Et puis là, j'en donne que deux, mais en fait, il y en a plusieurs centaines. Mais globalement, c'est tout ce qui se passe globalement dans l'espace de travail virtuel de la personne. Et enfin, les instructions, c'est le prompt, hein, c'est le mot français pour prompt. Les instructions, et ben voilà, c'est globalement ça qu'on va retrouver, ça c'est l'IA assez classique. Donc les instructions, ça va être ne fait que parler en français, ou alors ça peut être tout simplement raisonne autour d'une pièce jointe ou d'un document qui a été arrivé, faisant une synthèse. Et par exemple, quand il vous donnait l'exemple d'un agent qui sert à onboarder des nouveaux salariés en créant leur matériel, leur badge, etc. C'est tout ça, ça regroupe instruction. Et les canaux, c'est la subtilité intéressante qu'on va voir et un petit peu essayer de retenir. Après, il faut que j'accélère parce que je passais plus de temps que je voulais là-dessus. Les canaux, c'est tout simplement se dire que quand on fait un agent, c'est bien qu'on s'en serve. C'est juste de se faire plaisir dans une plateforme de développement. Et de base, c'est prévu pour être déployé dans du Microsoft Teams, dans des sites web, dans des applications mobiles, à peu près où on veut et en quelques clics. Donc ça, c'est le côté sympa. Et je passais un peu trop de temps là-dessus. Et globalement, l'idée, c'était que de se dire que l'intelligence artificielle, on l'a vu du prisme parfois des développeurs ou des architectes. Moi, je la vois du prisme de ce qu'on appelle le low-code. Ce prisme-là, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont, on appelle des business users, des business makers. Ils utilisent dans l'écosystème Microsoft quelque chose qu'on appelle un agent builder. C'est globalement, on fait du clic, on écrit et on obtient un agent. Ça, c'est dans l'écosystème Microsoft. Donc Office 365 et ce genre de choses. Au milieu, c'est quelque chose d'assez classique pour les gens qui font du low-code et de la Power Platform, c'est qu'on va utiliser Copilot Studio et les outils de la Power Platform que j'ai montré un peu précédemment pour faire des automates et ce genre de choses. Et tout j'allais dire à droite, mais ça dépend de quel côté on se tourne de l'écran. Globalement, c'est ce qu'on va s'intéresser beaucoup aujourd'hui, c'est rajouter de l'iFoundry ou de l'iVision et tout plein d'Azure AI globalement, pour aller plus loin que ce que j'ai montré au début, un chatbot qui voit des documents et qui fait un gentil GPT. Là, ça serait d'aller un peu plus loin. Un petit slide de limite. Pourquoi? Si voilà, les gens qui n'ont pas forcément joué avec du Copilot Studio, de l'iFoundry, comprennent pas pourquoi moi je fais cette présentation et pourquoi j'ai envie d'en parler. C'est qu'en vrai, Copilot Studio, c'est une boîte noire. Cette boîte, elle a des limites. Elle n'est pas vectorisée. Donc ceux qui font l'IA, globalement, ils comprennent très vite que on va pas aller très loin et la qualité du RAG, donc de la recherche, elle n'est pas folle. On est dépendant à la Power Platform, donc ce que la Power Platform ne sait pas faire, elle ne peut pas le faire. On a des limites de taille de fichier, parce que c'est fourni dans l'écosystème Microsoft, et forcément, qui dit boîte noire dit, il y a plein de contraintes pour que ça soit facile, sinon on pourrait pas rendre quelque chose d'aussi dingue. L'index a des choses un peu gênantes pour le moment. Par exemple, dans le monde de l'entreprise, on a dit aux gens que c'est bien de mettre des propriétés pour décrire les documents. Bon, Copilot Studio, il les ignore. C'est un peu embêtant et ça bloque énormément de scénarios. Les images, il connaît pas. C'est bête, de nos jours, on en utilise partout. Et il sait utiliser que globalement des documents. Il sait pas utiliser des listes d'informations. Et Excel, comme on l'a vu dans la démo, il a un peu du mal. Mon collègue a dit tout à l'heure, ce qui est super important, c'est la mémoire. C'est la mémoire et ce contexte qu'il va avoir. Celle de Copilot Studio, elle existe.
elle est beaucoup plus limitée que les agents et que les agents d'iFoundry. Même si elle est là, on peut faire de l'agentique et c'est un très bon orchestrateur, on n'a pas la même puissance. Et globalement, ça, on garde les mêmes problèmes que les vieux RAG, c'est-à-dire lui demander une information dans une case en précis au fond d'un document, c'est pas son point fort. Et donc forcément, dans le monde de l'entreprise, quand on veut de la fiabilité, il peut y avoir des sujets où c'est compliqué. Et donc globalement, si on devait résumer pourquoi, quelques exemples de quand même là où c'est fort, parce que j'ai fait un côté critique, mais moi j'adore le produit. Et le produit, il est quand même, pour retenir, super facile. On peut y brancher des connecteurs, des API, des serveurs MCP en quelques clics. On a un rack qui marche tout seul. Moi, à la base, je suis pas un dev. J'étais très content de pouvoir faire du rack sans avoir devoir appeler des copains développeurs. On peut faire des agents autonomes. Certains des scénarios qu'il a évoqués, si vous avez un super dev qui vous fait vos connecteurs, vos web services et qui vous les dédocumente très bien, moi, je peux les brancher et juste rajouter un petit peu de prompt autour et je vais faire un orchestrateur. Pas aussi puissant que ce qu'on a dans eFoundry, mais j'ai des choses. Et on parle de production et aussi de sécurité parce que l'IA, on n'en a pas eu trop parlé là, c'était le dernier point, c'est que côté Microsoft, de base, quand vous faites de l'IA, il y a tout plein de normes de protection. Il y a ce qu'on appelle des guardrails, il y a tout ce qui empêche le jailbreak. Toutes les normes de sécurité pour pirater les bots, elles sont incluses. Et là, c'est super, vous faites ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et iFoundry, globalement, bon bah, tout ce qu'on a vu avant, hein, c'est super puissant, on fait ce qu'on veut, on utilise des bases de données, des index de fous, des services complètement dingues, d'analyse d'objets, de reconnaissance de patterns. On peut faire vraiment des choses super sympas. Et encore plus de sécurité, comme on en avait parlé avant. Alors, là, du coup, je vais passer surtout sur des démonstrations qui seront conclues à chaque fois par un slide de récap de tout ce qu'on a vu d'important. Comme ça, parce que j'ai vu que des gens prenaient des photos. Donc, la vidéo d'après, parce que c'est quand même plus sympa de voir des vidéos qui tournent. Et là, je vais un petit peu m'asseoir. Hop, hop, hop. Ça sera plus facile. Alors, deuxième vidéo. Alors, voilà. Hop. Donc, la deuxième vidéo, globalement, qu'est-ce que j'ai là? Je suis en train de montrer que là, tout d'un coup, par rapport à la démonstration de tout à l'heure, je vous ai montré en premier lieu du texte qui défilait quand j'ai dit à mon bot, je veux faire du camping. On avait que du texte. Là, c'est des images qui sont arrivées dedans. Pour un développeur, éventuellement, ce que je montre là, c'est pas la folie. Ça, je l'ai fait en zéro dev. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Enfin, zéro dev. J'ai un peu triché à un moment, j'ai copié-collé quelques lignes de code à quelque part. Mais ça reste abordable pour quelqu'un qui a une formation informatique. Et le but là-dedans, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour que finalement, mon simple bot qui analysait du texte, il se me mette aussi à me parler images, et on verra que je fais aussi d'autres trucs un peu plus cool. Et donc là, globalement, la première chose en fait que j'ai fait, c'est que le fichier d'Excel tout à l'heure, il a pris un petit peu de plomb dans l'aile. Et globalement, ce fichier, on voit qu'en fait, j'en ai fait un CSV et dedans, il y a des URL un peu moches. Ces URL, en fait, ce sont les images que vous avez vues tout à l'heure et je les ai stockées dans un blob storage temporaire. Là, je vous montre que créer un index, ça demande pas d'être un super architecte. Quand on va dans Azure, j'ai cliqué sur un bouton « Créer un index », je le mets dans un compte de stockage et globalement, je vais choisir l'endroit où je l'ai stocké. Donc, j'ai mis que lui, cette espèce de fichier CSV qui décrit où sont mes informations et où sont mes images. La petite astuce, c'est que là, je vais dire que c'est un texte CSV et pas une super base de données avec plein de documents qui peut être ailleurs. Et là, c'est assez bête finalement. Je vais lui dire que globalement, je vais prendre le champ description qui est le champ des informations. Et là, juste, je fais une erreur à l'écran, je me suis trompé dans mon clic, dans ma démo. C'est ce que je voulais dire ici, c'est que normalement, à cette étape-là, quand vous avez l'habitude de faire de l'IA, vous pouvez vectoriser du texte et vous avez un wizard pour vectoriser des images. C'est deux choses différentes. Moi, ce que je montre, c'est qu'ici, en fait, Microsoft, pour l'instant, on n'a pas cette étape. Et le but, en fait, de la démonstration que je fais, c'est comment on va rajouter le fait que mon fichier, il décrit des produits et des fiches produits qui sont des emplacements, des images à un autre emplacement, et je vais juste tout mettre ensemble, et je vais montrer que quand la personne, par exemple, elle va envoyer une photo d'une tente de camping qu'elle a chez elle, elle lui dit, je veux faire du camping, qu'est-ce que tu peux me proposer ou vendre qui ressemble à ça? Il va trouver l'image, et il va trouver une fiche de produit qui a une image proche grâce à un service qui s'appelle iVision. Juste avant, là, ça a montré qu'on pouvait montrer de ces façons sécurisées de partager globalement des images. Là, ce que je vais montrer, et là, je vais faire quelques petites pauses un petit peu, hop, ici.
Au début, je dis il n'y a pas de code. En fait, il y en a un peu. Mais comme je dis, moi, ça fait 10 ans que j'ai pas développé et quand dans ma boîte, j'essaye de développer, les architectes, ils m'attendent dans le parking. Donc, s'ils m'ont laissé faire ça, globalement, quand vous avez créé un index, les petits clics-clics que j'ai montrés tout à l'heure, qui marchent tout seul et quand on a fait suivant, ça marche bien. On a un petit outil de requêtage, on peut tester ce qui marche. Mais il y a un petit bouton JSON. Et dans ce bouton JSON, on voit des listes de propriétés. Donc, qui peuvent être faites en Visual Studio, autre chose. Mais là, globalement, ces petites choses, on voit que ça décrit des noms, des informations. Donc, est-ce que c'est filtrable? Est-ce que je fais de la recherche? Est-ce que c'est stocké? Est-ce qu'on peut trier? Mais dedans, je vous ai parlé de ce fichier CSV où j'avais des liens vers des fiches produits et des images. En fait, moi, j'ai rajouté une propriété qui va s'appeler image, enfin, image vectorisée. Et en fait, je vais lui dire qu'elle va avoir une certaine dimension technique. Et je vais surtout lui donner un profil. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est que je vais lui dire qu'il y a un outil qui va me servir à transformer des images en vecteurs. Les vecteurs, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est des maths. L'IA, c'est des maths. Et globalement, ça va me transformer ça en vision mathématique de l'image. Mais surtout, ça va me la stocker dans ma fiche produit. Et du coup, quand mon utilisateur il va me poser des questions sur une image qu'il me donne, qui va être elle aussi transformée en vecteur, il va comparer ces notions mathématiques et il va dire ah tiens ça ressemble pas mal à ce que tu as dans cette fiche produit. C'est pour ça que je fais ça. Parce qu'on pourrait très simplement se dire je prends un répertoire, je mets des fiches produits, je mets des photos dedans, c'est mignon. Mais il n'y aurait pas de lien entre les photos d'une tente et la fiche de la tente descriptive et la base de données en tout cas. Et il y a une autre astuce que je fais en même temps pour m'économiser du temps. Donc là, je montre le premier bout. Le deuxième bout que je copie-colle, en fait, c'est très bête. D'ailleurs, je l'invente pas. En fait, tout ça, je l'ai trouvé dans la documentation Microsoft. Hein, je l'ai pas inventé. Comme je dis, c'est tout ça, ça se trouve dans la doc Microsoft. C'est du copier-coller que j'ai fait. Donc, je démonte un petit peu ce que j'ai fait, mais c'est pour dire que globalement, Microsoft a un service qui s'appelle iService Vision. En fait, c'est un service globalement qui est très doué pour analyser les images. Ce que je lui fais faire là, c'est basique, hein, c'est niveau maternel pour lui d'analyser une tente et de dire que c'est une tente. On pourrait l'utiliser pour redire combien il y a de gens debout dans la tente et est-ce qu'il y a vraiment la place pour les mettre dedans. Ça, c'est le genre de choses qu'il est fait pour, en fait. C'est juste là pour la démo, on avait passé la journée sinon. Mais voilà, c'est un petit peu à ça que ça sert. Mais je dis une tente, mais on peut analyser les gens présents dans la nature. Par exemple, on peut lui dire combien tu penses que cette tente, je peux en poser dans cet espace. On pourrait se dire, je suis en train de faire un bot pour quelqu'un qui veut fabriquer un camping. Voilà. Pour donner une idée, ceux qui ont à la bulle l'année dernière avec des outils de ce genre, Microsoft avait branché une IA en temps réel qui regardait quelqu'un jouer à Minecraft et lui donnait des conseils sur ce qu'il devait faire. Voilà. Donc c'est juste que là, c'est un petit cas de démo mignon pour moi qui ne suis pas développeur, mais en vrai, on peut faire des trucs super cool avec un peu de temps et des compétences. Et donc, il y a un autre fichier, je vous parlais de l'index. Mais l'index, il est indexé par quelqu'un qui s'appelle un indexeur. Et cet indexeur, c'est le monsieur, quand il voit les fichiers, il fait plein de choses, et il a des compétences. Et on lui donne une compétence de vectorisation. Voilà. Et en gros, on lui dit qu'il y a une propriété qui s'appelle image URL. Ah, c'est dommage, je suis un petit peu vite. Reviens en arrière, petit bonhomme. Hop, je pensais que j'avais laissé un peu plus de temps là-dessus. En fait, c'est que je lui dis que je vais créer, j'avais parlé d'un fichier CSV qui aura plus qu'une base de données. On dit qu'il y a une colonne qui va être image URL. Dedans, j'ai un URL vers une image, et je lui dis, bah, tu prends cette image, tu la chopes, et tu la transformes en vecteur, et tu l'enregistres dans ma base de données, le résultat. Voilà. Donc j'ai un URL vers une image, il la télécharge, et il la vectorise, et il l'associe à ma fiche produit. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et du coup, ça ouvre plein de petites idées. Et donc voilà. Donc là, ça continue. Et donc, pareil, je vous disais, je fais du no-code. Là, ok, on a vu des index, on a vu l'IA. Là, ce que je vous montre, c'est que globalement, comment on crée un Copilot Studio. Donc, on est dans la Power Platform, il y a un lien qui s'appelle Copilot Studio, on fait nouveau. Je vous passe, on peut faire suivant, comme j'ai sur cet écran, on lui met un nom, une description. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, c'est très très simple. Il y a un onglet connaissances dans un Copilot Studio, comme je vous ai expliqué au début, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Je clique sur ajouter des connaissances provenant d'un index Azure, donc recherche Azure AI. Je le connecte avec mes petites informations, mes clés API, etc. Donc très sécurisé. Donc je peux mettre d'autres choses. Hein. Là, j'ai pris clé API, mais j'ai pris celui-là. Vous les verrez pas pour la magie de la démonstration. Et je choisis mon index, donc ça s'appelle vecteur camping, et c'est fini, ça marche. Voilà, j'ai terminé. Et du coup, par exemple, bah, là, on va le voir
On va me voir en train d'envoyer une photo. Donc je lui dis, je cherche quelque chose de ce genre. Je suis sur un site d'e-commerce. Je lui ai mis une image d'une photo. On voit ce que j'ai envoyé. Et il me répond. Donc on voit toute la mécanique à côté là. Et il me répond globalement, oui, j'ai une fiche qui s'appelle la Quick Trail 30 300. Elle est trop cool, elle est waterproof, etc. Et il m'a envoyé, il a retrouvé une tente qui correspondrait à voilà à ce que j'ai chez moi. Voilà un petit peu pour montrer ce qu'on fait. Et comme là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment ce que j'ai fait. Alors, je l'ai résumé en 3 minutes, j'ai enlevé tous les chargements. En vrai, ça m'a pris quelques heures. Mais voilà. Et donc la prochaine vidéo qui vient de s'auto-teaser toute seule, c'est qu'après on va lui demander de faire un peu jouer à l'agent et de m'aider à préparer mes vacances. Quelle heure il est? J'ai jusqu'à 23, c'est ça tu m'avais dit? 7 minutes. Ouais, on va un peu accélérer. Hop. Alors, du coup, tchouk. Alors, juste le petit récap, globalement. Qu'est-ce qu'on a fait, du coup, pour récapituler d'un point de vue de mon point de vue qui vient du monde de ce qu'on appelle de la business apps en Microsoft, de la Power Platform. J'ai créé un fichier CSV, mais ça aurait pu être une base de données en vrai. Hein. C'est juste que c'était plus facile pour moi. J'ai fait un index. J'ai stocké des pages dans un endroit temporaire pour les indexer. Mais on aurait pu très bien cibler un site d'e-commerce. Attention, la plupart des sites web ont des protections anti-crawl, anti-index qui détectent que vous êtes une IA. Hein. C'est pour ça que je les ai stockés dans un stockage temporaire qui coupe l'accès d'ailleurs très vite comme ça. Moi qui aurais oublié, j'ai pas de problème. J'ai vectorisé les images comme j'ai expliqué. J'ai mis mon index dans un Copilot Studio. Je lui ai posé des questions au début pour montrer que les images elles apparaissaient. Ça c'était juste du prompt. Je lui ai dit quand tu me réponds sur un item, il faut que tu saches qu'il y a un URL à côté et que tu t'en sers pour me trouver l'image. C'est aussi bête que ça le prompt qui faisait 2 lignes. Et à la fin, justement, je vous ai montré qu'il pouvait dire au client utilise cette tente. Elle est très bien. Du coup, je passe tout de suite à l'autre qui est organiser les vacances. Et en fait, je pense qu'on sera largement dans les temps. Alors, pour celle de l'organisation des vacances, comme je lui ai dit, on va voir comment on va utiliser tout ça pour préparer des vacances. Alors, hop. Petite vidéo numéro 3. Voilà. Et donc, on est parti. Alors, là, globalement, on est toujours sur le sujet camping. Et moi, oh, il allait un petit peu vite, le petit bonhomme. Et globalement, hop, je lui ai demandé de recommander un lieu de camping en vacances au mois de juin. Voilà, je me suis dit, il faisait beau, on a eu du beau temps là les derniers jours. Et quand je lui ai posé les questions, et là, je lui pose des questions à Copilot Studio, pas une version iPhonerie, etc. Il me sort plein de trucs. C'est cool, mais je vous parle, on parlait mémoire, on parlait contexte. Et c'est là les limites de l'exercice. Copilot Studio, de base, là, même s'il a une base de données sur des outils de camping qu'on voit ici, en bas, la petite fiche, voilà. Pour lui, c'est pas lié à ce qu'on est en train de parler. Il fait pas le lien, en fait, entre le fait qu'il a des connaissances sur le camping et le fait que je lui demande des informations. Et ce qui va être intéressant, en fait, quand je vais vous montrer, justement, quand je fais, ou alors carrément il se plante. C'est vrai que je lui ai posé 2 fois de suite la même question pendant mes tests. Il y a une fois, il a su me répondre, une fois, il était perdu, le pauvre. Et pourtant, Dieu que je l'adore, mais là, je crois que j'avais trouvé le cas qu'il aime pas. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai pris de l'iPhonerie, donc tout ce qu'il vous a expliqué dans la session d'avant, et je vais un peu sauter quelques étapes de qu'est-ce que je l'ai configuré, mais globalement, je lui ai mis du prompt en lui disant que tu as une base de données de sites de camping, donc toutes tes réponses doivent tourner au fait que tu es là pour conseiller et orienter le client sur des produits de camping. Simple prompt. Sauf que là, ce que je vais vous montrer, c'est que tout ce qu'il vous a montré, il vous a montré la partie code, qui est super, et qui permet d'aller super loin. Moi, je prends la vision no dev et je vais montrer comment clic-clic, j'ai déployé, sans Visual Studio, un agent qui va me permettre de faire des trucs plus cool. Alors, pas aussi cool que si on avait du dev, mais déjà une bonne base. Donc là, je repose la même question. Et donc déjà, là, on voit qu'il n'a pas du tout le même process de réflexion. Déjà, il me dit, déjà, il me dit pas les mêmes endroits. Là, par exemple, il me parle des Alpes françaises au mois de juin. Et surtout, il me dit que par contre, si tu vas dans les Alpes françaises, vu que, bon, globalement, attention à la flotte, il te faut de l'imperméable sur du 3000 mm et des conditions humides et venteuses. Donc, il a pris dans mon catalogue produit une tente qui pense être le plus adaptée pour aller camper dans les Alpes au mois de juin. Donc ça, c'est cool.
Tout à l'heure, j'ai posé la même phrase, hein, c'est du copier-coller. Il n'a pas fait le lien avec le fait qu'il avait un catalogue produit. C'est dommage hein, pour un site d'e-commerce. Voilà, hop. Du coup, je le laisse finir. Là, j'avais prévu un peu plus de temps. Ah oui, ce que je montre à gauche, c'est globalement, je vous ai parlé de rubrique au début, parce qu'en fait, moi, je lui ai créé une rubrique quand les gens lui demandent des recommandations. Et en fait, c'est là où je lui ai dit de ne pas utiliser sa base de données SharePoint, mais de lui dis, c'est ce que je vais montrer, je lui dis, en fait, tu vas utiliser de l'iFoundry, c'est vachement mieux pour répondre à ça. C'est aussi pour dire que tous les index, toutes les choses dont je parle, c'est pas binaire l'un ou l'autre. C'est qu'il y a des cas ou des prompts dans lesquels je peux dire, tu vas utiliser de l'iFoundry, et des cas dans lesquels je vais dire, bah non, tu vas prendre du SharePoint ou n'importe quoi d'autre qui peut t'intéresser. Alors voilà, et là je vous montre un petit peu comment ça marche en Copilot Studio. C'est quoi finalement une rubrique? C'est quelqu'un qui vient de parler, un texte, donc là par exemple j'ai mis un petit texte globalement que je me suis en plus auto-généré, et je récupère la phrase de l'utilisateur, ça s'appelle activity.text, c'est par défaut, c'est pas très compliqué, et il y a une source de données qui va se retrouver ici, et c'est là où j'ai envie de mettre OpenAI. Et OpenAI, ceci est dans ces précédentes présentations, quand il parlait d'iFoundry, il vous parlait d'un playground, c'est ça. Ça, c'est un terrain de jeu pour un GPT-4o. Donc, il y a l'air d'avoir plein de choses à l'écran, mais quand on résume, on voit le nom du modèle IA, un prompt qu'on peut améliorer, des informations courantes, et ceux qui ont déjà joué avec du GPT ou du Gemini, ils reconnaissent bien cet écran, c'est là où on discute avec une IA et on fait nos tests. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est que du coup, je peux choisir si je fais le type de recherche, le type de vecteur, mais j'ai un bouton déployé dans Copilot Studio. Je clique dessus et globalement, vulgairement, je me retrouve, on attend quelques secondes, ici, et j'ai un bouton, et là, tout d'un coup, j'ai de l'Azure OpenAI, donc de l'iFoundry, c'est un mot un peu synonyme, un peu vieux, des configurations que je peux mettre, donc quelqu'un qui est expert en IA, il peut faire plein de choses super cool à cet endroit-là, il peut régler tout ce qu'il a envie de régler sur une IA, sur la qualité des réponses, et même se brancher à tout ce qui a été vu dans la session d'avant. On peut mettre du code, utiliser des IA avec des skill sets particuliers, donc avec des vraies compétences dédiées, qui vont encore plus loin. Et c'est là où l'alliance des deux univers, elle est super intéressante. C'est que moi, en no-code, je récupère des trucs super cool, et si j'ai un binôme développeur, il peut me faire encore des trucs plus fous. Donc c'est là où ça devient sympa. Et là, c'est là qu'on montre que j'ai accès à différents paramétrages. Là, globalement, je me suis dit, maintenant que j'ai ma tente, maintenant que je sais où aller, ce qui serait cool, c'est d'avoir un lieu où aller camper, parce que les Alpes, c'est gentil, mais moi, tu me dis les Alpes, si je me pointe dans les Alpes, c'est vaste. Donc, je lui ai demandé, donne-moi un peu plus précisément une ville. Il me dit, va à Chamonix. Alors, j'ai pas vérifié où, si c'était toujours au bon endroit, parce que ça, c'est que j'ai pas été, mais globalement. Et je lui dis surtout, bah, moi, je veux y aller, puis non, pas en juin, mais samedi prochain. Et je veux partir à 9h. Et là, il me donne en temps réel ce qui vient de la SNCF. Il vient de me sortir tous les trains qu'il y avait pour samedi dernier, parce qu'en fait j'ai fait ce démonstrateur jeudi ou vendredi. Donc c'était pour samedi dernier, il m'a donné tous les trains au départ d'une gare de Paris, parce qu'en plus là j'ai enlevé le nom de la gare, mais globalement il me donne les horaires, l'émission de CO2, etc. On voit à gauche, on vous a parlé d'agents, on vous a parlé d'agents, on vous a parlé d'orchestration dans la session précédente. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, moi, en fait, j'ai un orchestrateur qui sait qu'il a une capacité à aller chercher dans la SNCF. En fait, il a un prompt là, qui explique comment planifier un déplacement. Et en fait, du coup, j'ai fait, OK, j'ai quelqu'un qui veut aller quelque part samedi prochain. Du coup, l'agent, il sait qu'il doit utiliser les outils qu'il a pour me chercher des informations, par exemple, sur les trains. Après, il y a des infos un peu techniques parce qu'il faut faire attention à des formats horaires, ce genre de choses, parce que bon, pareil, démonstrateur oblige, mais c'est comme ça qu'il a fait. Et ça, globalement, on continue toujours dans notre logique. Et ça, cette partie-là, par contre, donc je trouve moi que j'aime bien. Et cette partie-là, donc c'est ce qu'on appelle un catalogue d'actions. Et dans Copilot Studio, donc là, c'est pas du dev, c'est du clic-clic. Je lui ai déclaré ces actions. Ces actions, c'est quoi? C'est des outils qu'on a dans la Power Platform. Sauf que là, c'est là où je triche un peu, on n'est plus dans de l'Azure. On est globalement dans ce qu'on appelle la Power Platform de Microsoft. Et c'était juste aussi là-dessus, pour la fin, je voulais montrer des trucs aussi très cool de la Power Platform et de Copilot Studio, parce que comme je dis, c'est un produit que j'aime beaucoup. On a fait des choses cool avec iFoundry, mais Power Automate, c'est un éditeur de workflow et de processus sans code. Et en fait, à l'intérieur de celui-là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, là où il y a le logo SNCF, c'est des appels à des services web à la SNCF, pour trouver une ville de départ, une ville d'arrivée. Là où il y a un petit cerveau,
Ça, c'est de l'appel à du GPT-4, dans lequel, en fait, je montrerai des exemples dans quelques secondes. Là, j'ai des web services. Les gens qui ont utilisé des web services, ils savent qu'un web service, il répond pas comme une IA. Il répond avec du code, avec du JSON, avec des trucs compliqués. Moi, j'ai dit, je suis pas dev. Un truc qui me parle en JSON, je le regarde de travers. Moi, je vais donner des IA pour analyser les réponses des web services, les rendre exploitables et appeler et travailler, voilà, entre les services entre eux jusqu'à m'obtenir la réponse qui m'intéresse. Voilà, globalement. C'est aussi, voilà. Bien sûr, un vrai dev, pas moi, il serait capable de le faire tout ça à l'intérieur d'un bot, mais c'est pour montrer que on peut aussi faire ce genre de choses quand on va faire des démonstrateurs ou ce genre de scénario. J'ai un petit peu accéléré ça. Ce que je montre aussi, c'est que ce qui est très intéressant quand vous avez ces web services qui ont été faits, c'est que les utiliser dans les outils low-code de Microsoft, c'est super facile. On croit souvent qu'il faut être un super développeur. Il y a un truc qui s'appelle des connecteurs personnalisés en Power Platform. Vous cliquez dessus et je vous montre, c'est très simple. Ce que j'ai fait pour que ça marche, c'est que j'arrive sur un écran globalement et sur cet écran, je vais tout simplement rentrer 2-3 infos de description, lui donner l'API et en fait, je vais cliquer et ici, j'ai des endroits où je vais copier-coller globalement les réponses de web service. Et au pire, j'ai un Swagger et ce qui va se passer, c'est qu'il va me générer la lecture, les appels, la lecture du JSON, il va tout me faire tout seul. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit tout ça. Oui, question. Non. Un peu la SNCF, mais est-ce qu'il y a d'autres API, Ouais. d'autres concurrents? Alors, la partie SNCF, en fait, je l'ai utilisée parce que la SNCF met à disposition gratuitement à tout le monde leurs API. Il faut aller sur un site, il te demande ton nom, prénom, il te donne une clé qui permet d'identifier que c'est toi qui utilises des API. Après, ouais, il utilise tout. En fait, il y a des milliers de connecteurs. Il y a, par exemple, tous les bookings, machin. Par exemple, dans le métro, ceux qui sont venus, ils ont peut-être vu la pub d'un nouveau site qui permet de chercher dans 2500 sites de transport et d'hôtellerie. En fait, c'est ça globalement. Tout existe derrière, mais pas forcément gratuit, peut-être payant. Les API, Elle est gratuite. Il faut juste s'enregistrer sur le site. En fait, il vous génère une clé pour savoir que c'est vous. Comme ça, si vous faites des bêtises, il vous retrouve. Et derrière, elle est complètement gratuite et il y a une documentation super bien faite. Par contre, c'est pas évident à comprendre parce que les services sont prévus pour être appelés entre eux. Et c'est le lien que beaucoup de gens posaient, c'est que la SNCF a mis à disposition gratuitement un modèle contexte protocole pour utiliser tous leurs API et simplifier la vie de tout le monde. Quelle heure est-il? 25, j'ai débordé? Mince. Et de toute façon, on arrive à la fin. Ouais, on va conclure. On va conclure. Je mets ce petit slide à l'écran parce que je sais qu'il y en a qui prenaient en photo. Globalement, c'est pour montrer tout ce qu'on peut faire. Du coup, j'ai un petit peu sauté 2-3 trucs à l'écran. J'ai montré aussi à la fin du scénario qu'on peut faire de la lecture de feuilles de notes de frais au cas où je suis un influenceur camping qui avait envie de se faire rembourser ses notes de frais de resto. Il y avait aussi un use case où je montrais que je me faisais rembourser mes notes de frais en extrayant toutes les informations de l'image. Voilà. Et pour le mot de la fin, ce que je vous mets là à l'écran, c'est surtout qu'on pose souvent une question de qu'est-ce qu'on choisit comme technologie quand on veut faire des agents en écosystème Microsoft. En fait, il y a deux questions à se poser. Où est-ce que je vais le déployer? Qu'est-ce que je vais en faire? Si on veut le déployer dans du Teams et les outils Microsoft, mais qu'on veut faire juste de la discussion simple, on est sur la partie du bas. On va avoir des Copilot Studio très simples ou de l'Agent Builder. Donc, c'est ce qu'on appelle des Declarative Agents. On a très limité, mais finalement, si on les branche juste sur une base de SharePoint ou un petit peu, ça va très bien. Et dès qu'on veut commencer à avoir plein de notions d'orchestration, le fine-tuning, c'est vraiment personnaliser son IA, comme ça a été montré, de l'adapter à son contexte, un petit peu l'aider, comme là dans le camping, ou avoir des data sources plus évoluées, comme on a vu là, de l'iFoundry, des index, etc. On va être dans la partie haute. Et la différence entre les deux, c'est surtout le modèle de licence. Les Declarative Agents, globalement, c'est des consommations au message. Et si les gens ils ont du M365 Copilot, qui est le modèle le plus cher côté Microsoft, mais aussi le plus puissant et efficace, que je recommande, globalement, là, c'est gratuit, c'est inclus. La partie haute, il faut savoir que iFoundry, on est sur de la consommation au réel. On est dans le monde de l'Azure et de l'infrastructure cloud. Donc là, on consomme au réel ce qui se passe, plus de la consommation de messages dans Copilot Studio. Donc on n'a pas le même modèle de pricing, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas tout simplement la même puissance. Et j'ai terminé.
Je vous remercie pour votre attention. Voilà.